Jacques Bondurant conduit avec ses frères, Forrest et Howard. Jacques raconte que pendant la prohibition des années 1920, lorsque la vente et la production d'alcool étaient interdites, les frères Bondurant ont prospéré en tant que trafiquants d'alcool dans le comté de Franklin, en Virginie. Pendant ce temps, les villes connaissaient la pire vague de criminalité de l'histoire du pays. Des gangsters comme Al Capone, Tommy Malloy et Floyd Banney prenaient le pouvoir, engrangeant l'argent aussi facilement que s'ils ramassaient des bonbons dans la rue. Ce soir-là, les Bondurant se rendent à un endroit où se tient une fête d'adieu pour livrer de l'alcool. Forrest ordonne à Jacques de rester derrière et de garder le véhicule pendant que lui et Howard se rendent à l'intérieur. Soudain, un homme menace Jacques avec un couteau et lui demande son argent. Effrayé, Jacques insiste sur le fait qu'il n'est que le chauffeur. Lorsque Forrest et Howard reviennent, Forrest demande à l'homme et à ses amis de partir et les distrait en leur parlant de choses insensées. Soudain, il frappe l'homme avec un poing américain, l'assommant instantanément et effrayant les autres. Howard se moque de Jacques et les frères s'en vont. Plus tard dans la soirée, les frères Bondurant arrivent dans un bar pour livrer le reste de l'alcool. Jacques y remarque une jeune femme, Bertha Minx, fille du prédicateur local. Le lendemain, au bar, Forrest rencontre Maggie Bourde, une danseuse de Chicago qui postule pour être la nouvelle serveuse. Impressionné, Forrest et ses frères l'acceptent immédiatement. Un jour, Jacques voit le truand Floyd Banney sortir de sa voiture, armé d'un Tommy Gun, et tirer une rafale de balles sur un autre véhicule, éliminant ainsi un rival. Alors que Floyd retourne à sa voiture, Jacques et lui échangent un regard. Jacques ramasse quelques obus et rend ensuite visite à son ami Cricut Patey, lui racontant l'incident et lui donnant l'un des obus. Avec l'aide de Cricut, ils utilisent sa maison comme couverture pour les activités illégales des Bondurant, en cachant le matériel de distillation dans le sous-sol. Pendant ce temps, le bar reçoit la visite inopportune du shérif local et de l'agent spécial Charlie Rack, un homme de main impitoyable qui travaille pour le procureur Mason Wardell. Rack informe Forrest qu'il veut une part de leur profit de contrebande pour pouvoir traverser le comté gratuitement. Forrest refuse et menace Wardell et Rack, avertissant ce dernier qu'il le tuera s'il revient. Ce soir-là, Forrest réunit les autres contrebandiers et les exhorte à résister à Rack. Cependant, malgré leur détermination initiale, ils finissent par succomber aux violentes tactiques d'intimidation de Rack. Le lendemain, Howard nargue Jacques, qui quitte le bar avec une jarre remplie d'alcool. Ivre, Jacques se rend à l'église pour voir Bertha, mais finit par se ridiculiser avant de partir. Après cet incident, le père de Bertha lui interdit de voir Jacques. Pendant ce temps, Rack, accompagné de 2 adjoints, arrive chez Cricut, tentant de piller le matériel de distillation caché. Lorsque Jacques tente d'intervenir et que les adjoints ne trouvent rien, Rack le frappe sauvagement avec son arme. Lorsque Jacques avertit Rack que ses frères viennent le chercher, Rack réagit en le frappant à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Plus tard, lorsque Forrest apprend l'attaque, il reproche à Jacques de s'être laissé frapper et lui dit qu'il doit apprendre à se battre. Jacques, frustré, demande ce qui se passerait s'il ne pouvait pas le faire, il n'est pas fait comme Forrest ou Howard. Forrest répond que ce n'est pas la violence qui distingue un homme, mais jusqu'où il est prêt à aller. Nous sommes des survivants et nous contrôlons la peur. Peu après, 2 adjoints du shérif arrivent avec un mandat d'arrêt contre Forrest, mais ils sont visiblement intimidés par lui. Avant qu'ils ne puissent agir, Howard apparaît soudain et les bête brutalement. Il s'apprête à gaver l'un d'eux d'essence, lorsque Forrest intervient et l'en empêche. Ce soir-là, alors que Maggie retourne à son appartement, Rack surgit à l'improviste et la menace. Le lendemain, Forrest et Howard organisent une réunion avec des clients potentiels de Chicago. Ce soir-là, Howard ne se rend pas à la réunion et choisit de se saouler avec ses amis. Pendant ce temps, au bar, les clients potentiels harcèlent Maggie et la menacent d'une arme. La femme se défend en poignardant l'un d'eux à la main avec un couteau. En réponse, Forrest, avec l'aide de Cricut, frappe vicieusement les 2 hommes avec son poing américain avant de les jeter hors du bar. Maggie soigne ensuite les blessures de Forrest et le remercie alors qu'il la raccompagne à sa voiture. Plus tard, après le départ de Cricut, les hommes reviennent et tendent une embuscade à Forrest, lui tranchant la gorge et le laissant mort dans la neige. Sentant que quelque chose ne va pas, Maggie retourne au bar, mais elle est confrontée aux agresseurs qui l'attrapent. Le lendemain, à l'hôpital, Howard et Jacques rendent visite à Forrest, qui a miraculeusement survécu. Le médecin les informe qu'il a réussi à atteindre l'hôpital par ses propres moyens. Le soir, Forrest, encore faible, dit à Howard qu'il aurait dû être là. Plus tard, Maggie rend visite à Forrest et lui annonce son départ.
Elle explique qu'elle a quitté Chicago pour échapper à des hommes comme eux, mais Forrest insiste sur le fait que cela n'a rien à voir avec elle. Il l'incite à rester avec lui et ses frères, disant que si ces hommes sont toujours là, elle sera plus en sécurité près d'eux. Jack rend visite à Forrest à l'hôpital et prend secrètement la clé du magasin d'alcool, déterminé à faire une grosse vente. Il charge tout l'alcool dans la voiture et part pour Chicago avec Cricut. En chemin, la voiture s'arrête soudainement, Cricut a oublié de faire le plein. Jack, paniqué, le gronde, mais Cricut trouve une solution, il verse l'alcool dans le réservoir. Étonnamment, cela fonctionne et les deux hommes poursuivent leur route. Arrivés à Chicago, ils rencontrent un client, Gummy Walsh, mais ils sont doublés et pris en embuscade par des truands qui les jettent dans un trou fraîchement creusé, s'apprêtant à les exécuter. Au moment où ils sont sur le point d'être abattus, le chef de la mafia, Floyd Banney, arrive. Après que Jack a dit qu'il venait de Blackwater Station, Banney intervient et les sauve. Pour prouver la qualité de l'alcool, Jack y met le feu, ce qui impressionne Banney, qui accepte de l'acheter à un prix élevé. Banney révèle également qu'il est déjà au courant de l'attaque de Forrest et de l'identité des assaillants. Pour rendre service à Jack, il lui donne leur adresse et l'avertit qu'il travaille pour Rack. Le lendemain, Jack et Cricut arrivent au bar où les attendent Forrest et Howard. Avant qu'ils ne puissent le réprimander, Jack annonce fièrement qu'il a négocié le double du prix habituel pour leur alcool et présente l'adresse des hommes qui ont attaqué Forrest, un cadeau de Banney. Plus tard, Jack rend visite à Bertha et montre fièrement son nouvel appareil photo en la prenant en photo. Le soir, lorsqu'il rentre chez lui, il découvre que ses frères sont partis sans lui. Pressentant leurs intentions, il se rend à l'adresse qu'ils ont obtenue. À son arrivée, il trouve Forrest et Howard déjà sur place, en train de torturer et de tuer les hommes responsables de l'agression de Forrest. Plus tard, Howard remet à Jack un sac et lui ordonne de le remettre à Rack. Le lendemain, Rack reçoit le paquet et est choqué par son contenu macabre. Floyd Banney devient un client régulier des frères Bondurant, qui installent leur distillerie au plus profond des bois. Leur activité de contrebande est florissante et leur rapporte de substantiels bénéfices. Fort de sa nouvelle fortune, Jack continue de courtiser Bertha, tandis que Forrest entame une relation avec Maggie, qui s'installe dans le bar pour sa sécurité. Un jour, Jack décide d'emmener Bertha voir le site caché de leur distillerie, cependant, il tombe dans une embuscade tendue par Rack et ses hommes, qui la suivaient secrètement. Au cours du combat, Howard parvient à assommer Rack et Jack manque de le tuer, mais il hésite. Avant qu'ils ne puissent terminer le combat, les hommes de Rack les forcent à fuir, laissant derrière eux Bertha et Cricut, qui est alors capturé. Rack tue Cricut en lui brisant le cou. Pour se venger du meurtre de Cricut, Jack va affronter Rack et ses hommes à un barrage sur le pont local. Howard le suit et convainc les autres contrebandiers de se joindre au combat. Finalement, Forrest décide lui aussi d'y aller, malgré les tentatives de Maggie pour l'en empêcher. Elle finit par admettre que c'est elle qui l'a trouvé saignant de sa blessure à la gorge et l'a emmené à l'hôpital. À ce moment-là, Forrest se rend compte qu'elle aussi a dû être agressée cette nuit-là, bien que Maggie insiste sur le fait qu'elle n'a pas été violée. Une violente fusillade éclate entre les contrebandiers et les hommes de Rack. Dans le chaos, Rack tire plusieurs fois sur Forrest, le blessant grièvement. Cependant, Rack est bientôt blessé à la jambe et tente de s'enfuir. Jack, blessé, le poursuit sur le pont et lui tire une balle dans la poitrine, le blessant davantage. Howard porte alors le coup de grâce, poignardant Rack avec un grand couteau et le laissant se vider de son sang. Rack et ses hommes étant morts, les frères Bondurant décident de se retirer de la contrebande et d'économiser leurs gains, sachant que la prohibition touche à sa fin. Jack épouse Bertha, Forrest épouse Maggie et Howard s'installe avec une femme de la région, tous fondant une famille. Des années plus tard, lors d'une réunion de famille chez Jack, Forrest, ivre, danse sur un lac gelé. La glace se brise et il tombe dans l'eau glacée. Il tombe malade, atteint d'une pneumonie, et meurt quelques semaines plus tard.